Bienvenue à vous dans le débrief du doc. Vous ne le savez peut-être pas, mais chacun d'entre nous se promène avec une partie du Congo dans la poche. Aujourd'hui, nos téléphones portables contiennent pour la plupart du coltan, un minerai extrait massivement au Congo, notamment au Kivu, situé dans le nord-est de ce pays. Si cette région du monde regorge de richesses, la population, elle, demeure l'une des plus pauvres de la planète. Entre génocide et exploitation minière abusive de la part des Occidentaux, le Congo peut-il sortir de cette impasse? Pour répondre à cette question et décrypter avec nous ce documentaire Congo, la malédiction des mines de coltan, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Mbeko, journaliste d'investigation, géopoliticien. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes allé à de nombreuses reprises sur place et puis vous êtes l'auteur d'un ouvrage éloquent sur le sujet, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs aux éditions L'Érablière. C'est un ouvrage qui revient notamment sur l'exploitation des ressources naturelles dans cette partie de l'Afrique. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire ? Le documentaire est très touchant. Et même quand on est habitué à ce genre de dossier, quand on voit un tel documentaire, ça va nous chercher. Voir ce monsieur-là, qui est un peu l'acteur principal, parler de sa situation, de la situation de son pays, en pleurer, ça ne peut qu'aller nous chercher en tant qu'humains. Même si je suis congolais d'origine, je dois le dire, mais quand je le vois, même si j'ai traité ce dossier-là à plusieurs reprises, voir ce documentaire, pour moi, était très difficile. Je l'ai regardé à 3 reprises. Quand on regarde ce documentaire... Oui, il y a toujours ce sentiment de révolte parce que ce sont des gens qui souffrent gratuitement, ils n'ont rien demandé. Ils ont eu le malheur de naître sur une terre qui est riche et qui aiguise les appétits. Alors, la RDC, la République démocratique du Congo, est dotée d'une abondance en ressources minérales assez rares, diamants, or, cuivre, cobalt, zinc, manganèse et le coltan, connu également sous le nom de Tantal. Le pays dispose de 80% des réserves connues, très prisé par les industries de pointe occidentales. Et on comprend pourquoi, puisque le coltan, il y en a partout autour de nous, finalement. Exactement. On l'utilise, on l'a dans nos portables, dans nos ordinateurs, mais aussi dans l'industrie aéronautique, notamment dans la fabrication des réacteurs. Donc, on utilise aussi le coltan dans la fabrication des réacteurs. Donc, en fait, le coltan, c'est cette ressource qui est indispensable à ce monde du XXIe siècle, qui est entouré de tout ce qui est technologique. On a besoin de coltan en tout et pour tout. D'ailleurs, ça nous entoure ici. Juste dans votre studio, on peut parler du coltan. Ça sent le coltan, votre studio. Alors, le coltan, malédiction, c'est un peu le titre de ce documentaire, mais c'est aussi une question qui se pose en Afrique, s'agissant des ressources naturelles. Malédiction ou bénédiction? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de malédiction. Ce sont des gens qui ont fait que le coltan devienne une malédiction pour les Congolais. À l'origine, c'est une matière première comme toutes les autres matières premières. Sauf qu'à partir du moment où il y a eu des intérêts qui pensent qu'ils doivent l'avoir à moindre coût, parfois gratuitement, ça devient une malédiction pour la population congolaise. Mais à l'origine, on ne peut pas dire que le coltan est une malédiction. Elle est devenue une malédiction à cause de certaines personnes, de certains intérêts qui veulent se l'approprier, c'est tout. Alors notre documentaire relève les conditions extrêmement rudes d'extraction du coltan. Avant d'en parler, je vous propose de regarder ce premier extrait pour bien comprendre la situation du Congo et les génocides perpétrés dans ce pays, mais aussi au Rwanda voisin. Regardez. Nous sommes restés pendant le génocide. Nous avons tout vu. Personne ne pouvait croire qu'ils allaient tuer jusqu'à près d'1 million de personnes, uniquement parce qu'ils étaient Tutsis. J'étais dans le salon avec mes enfants. On jouait. Et puis 4 musiciens d'Interamwe ont débarqué. Ils étaient bien armés, ils avaient des fusils. Ils ont dit « Nous cherchons le serpent qui vit ici ». J'ai dit « Quel serpent ?» Quand elle a entendu les voix, elle a cru que c'était mes amis du groupe de musique. Elle a ouvert la porte de la cuisine et l'un d'eux a crié « Voilà le serpent que nous cherchons ». Alors ils l'ont tirée de la maison, ils voulaient la tuer avec les machettes. Les enfants étaient là et je leur ai dit « S'il vous plaît, au lieu de la tuer avec des machettes et des couteaux,
Tuez-la avec des balles. Et puis ils ont dit, non, non, on ne tue pas les serpents avec des balles. C'est une perte pour nous. J'ai payé 5000 francs rwandais pour qu'ils tuent ma femme avec des balles. Quand j'ai poussé les enfants à l'intérieur de la maison, ils ont tiré 2 fois. Quand je suis revenu, elle était morte. Et puis ces gens sont partis. Voilà pour ces témoignages poignants qui reflètent un peu cette situation dramatique qu'a vécue toute cette région des Grands Lacs, où il y a une interaction entre tous ces événements dramatiques. Vous en parliez tout à l'heure, le génocide au Rwanda. Et ça nous amène, puisqu'on en parlait, de l'exploitation des ressources naturelles, du rôle majeur de cette exploitation naturelle dans les conflits, justement, du Congo. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Oui, parce que dans le documentaire, on entend la voix du monsieur qui parle de la situation au Rwanda. Ça peut porter à confusion parce qu'on voit en même temps les images du Congo. Au Rwanda, il y a eu un génocide. Il y a eu des massacres. Entre 800 000 et 1 million de morts selon les Nations Unies. Il se fait que ce massacre s'est déroulé quand même au vu, au su de tout le monde. La communauté internationale n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce que le conflit rwandais avait opposé 2 camps. Les rebelles Tutsis qui sont partis de l'Ouganda au pouvoir, majoritairement Hutus, qui étaient dirigés par le président Habyarimana. Le 6 avril, les rebelles Tutsis qui étaient soutenus par les États-Unis ont abattu l'avion transportant le président rwandais. C'est cet événement qui constitue l'élément déclencheur du génocide. À partir de ce moment, nous avons eu ce massacre. Que vont faire les États-Unis ? Ils vont refuser que l'ONU intervienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas que l'intervention des Nations Unies puisse gêner en fait, les rebelles Tutsis qui voulaient s'emparer du pouvoir. Et une fois que les rebelles Tutsis vont s'emparer du pouvoir, la prochaine étape sera le Zaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo. Parce qu'au fond, la guerre du Rwanda n'était pas dirigée contre le Rwanda. La guerre qui est partie du Rwanda en 1990 n'était pas dirigée contre le pouvoir rwandais, mais c'était contre le Congo. Le Zaïre, il faut l'expliquer, le rappeler, en tout cas, c'est le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Le Zaïre, c'est la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc la guerre qu'on a vue au Rwanda visait en fait la République démocratique du Congo. Et une fois que les rebelles Tutsis vont s'emparer du pouvoir, ils vont planifier maintenant la déstabilisation du Zaïre avec le soutien des États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là que la guerre va commencer en RDC à partir d'octobre 1996. Et dès les premiers jours de la guerre, on a vu les multinationales occidentales, notamment anglo-saxonnes, intervenir sur le terrain et signer des contrats avec des groupes rebelles qui étaient soutenus par le Rwanda. Donc, le processus de déstabilisation et de pillage des ressources naturelles a commencé à partir de ce moment-là. On a vu une multinationale qui s'appelle l'AMFI, qui était dirigée à l'époque par Jean-Raymond Boule, qui était proche de la famille Clinton. Donc ce sont ces gens-là qui vont s'emparer de la RDC, vont installer un système de prédation que l'on observe jusqu'à ce jour. Donc vous posez la question de l'implication présumée de certains pays occidentaux dans ces événements. Exactement, parce qu'il y a les États-Unis qui étaient impliqués, il y a le Canada, il y a la Grande-Bretagne. Quand on parle de coltan... On parle aussi de la France aussi, hein. Oui, parler exactement. du président Habyarimana, oui, parce que son avion a explosé. Oui, parce que oui, exactement. Le rôle de la France est au niveau du Rwanda. Mais en RDC plus particulièrement, puisqu'on parle de la RDC de pillage de ses ressources, on a vu beaucoup plus les pays anglo-saxons. Et ces pays avaient évincé la France, parce que cette guerre avait plusieurs objectifs. Il fallait contrôler les ressources du Congo, mais évincer la France, qui avait une influence très forte dans la région des Grands Lacs. Une fois qu'on l'a fait, les anglo-saxons avaient les mains libres pour contrôler les ressources de ce pays à travers le Rwanda et l'Ouganda, mais plus particulièrement le Rwanda. Et les rapports des Nations Unies sont très clairs à ce sujet. Les rapports des experts qui ont été mandatés par le Conseil de sécurité citent le Rwanda et l'Ouganda et tout le réseau d'élite qui a été mis en place. Et quel état des lieux vous faites aujourd'hui s'agissant de l'exploitation des ressources naturelles, notamment du coltan, puisque c'est le sujet de ce documentaire? Il continue. Le pillage du Congo des ressources naturelles continue, mais la forme a changé. On ne voit plus le Rwanda et l'Ouganda, on voit des groupes armés qui sont en fait téléguidés du Rwanda et de l'Ouganda. Et en arrière-scène, il y a toujours les multinationales, parce qu'il faut quand même rappeler que le coltan ne s'arrête pas au Rwanda. Il sort du Rwanda, il passe par le Rwanda pour aller aux États-Unis et dans les pays européens et asiatiques. Alors, le pays, la RDC, est aujourd'hui gouverné par le président Joseph Kabila. Depuis son arrivée au pouvoir, le pays a traversé évidemment des années de guerre, notamment des affrontements entre les milices et les forces pro-gouvernementales au Kivu. Quelle est la situation aujourd'hui? Cette instabilité, elle perdure?
Pas comme avant, mais elle perdure quand même. Il y a plusieurs groupes armés à l'est du Congo. Mais il faut rappeler en même temps que le président Joseph Kabila, le président qui est aujourd'hui au pouvoir, est lui-même l'émanation de ce système de prédation. Parce que quand son père est arrivé, parce qu'au début c'était son père qui était arrivé dans les bottes, dans le fourgon du Rwandais de l'Ouganda, il a été assassiné parce qu'il avait refusé aux puissances occidentales le droit de faire main basse sur les richesses du Congo. Il a été assassiné et c'est le fils qui a pris le pouvoir. Et le fils est en fait l'émanation de ce système de prédation qui est mis en place. Tout le monde profite de ce système. Le pouvoir en place, les groupes armés, parfois c'est le gouvernement... Il semble isolé quand même aujourd'hui, oui. internationale. Aujourd'hui, oui, parce qu'en 2007, le président Kabila a fait appel aux Chinois. Et cela a irrité les puissances occidentales qu'il avait placées à la tête du Congo. Puisque ces puissances considèrent la RDC et ses richesses comme les leurs. Donc, ils ont sanctuarisé le Congo et elles n'ont pas accepté. Et depuis son arrivée au pouvoir, l'évolution des conditions d'exploitation minière, c'est très dur. Est-ce qu'elles ont évolué Non, mais les demandants de la force, ce sont les Congolais, c'est la population congolaise qui souffre. Les gens sont obligés de travailler dans des conditions très difficiles. On le voit d'ailleurs dans le documentaire. Alors justement, on va regarder un nouvel extrait de ce documentaire. On parle du coltan de sang, mais c'est aussi le coltan de la honte. Regardez. Il n'y a pas un pantalon propre? Ceux-là sont tous sales. Et où est le marteau? D'accord, on y va. Regardez, c'est un très long couloir d'accès. C'est ça. On abat ce mur ou on va plus bas? Non, on descend encore. On peut avoir une torche normale? Celle-là n'est pas assez forte. Regardez, nous attaquons ce rocher avec nos dernières forces. Et ce, en ne mangeant que des haricots. C'est un rocher solide. Allez, verse de l'argent sur moi. Maître Ngbenko, les autorités congolaises acceptent ces conditions de travail? Ils l'acceptent, ça ne pose pas quasiment inhumaines. Exactement, les autorités l'acceptent d'une certaine manière, parce que j'ai dit quand même qu'elles font partie du réseau de prédation qui a été mis en place par les puissances occidentales et leurs valets africains qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Et il ne faut pas dissocier les autorités congolaises en fait, de ce système de prédation et de pillage qui a été mis en place. Les rapports des Nations Unies épinglent aussi les autorités congolaises, épingle non seulement le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi les autorités congolaises. Et aujourd'hui, en fait, quand on voit la situation, pas seulement au Kivu, même dans le Katanga, la situation de la population congolaise est très dure, elle est très grave. Des gens souffrent énormément. Et cela semble être le cadet de ceux-ci, quand même, de nos dirigeants, et c'est très grave. Alors pour eux, c'est la seule ressource possible de s'en sortir, travailler dans ces mines? Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'autre emploi. Donc ils vont travailler dans les mines. Ils vont d'ailleurs revendre le produit de leur travail à des prix dérisoires. Et ce sont les intermédiaires et les multinationales qui vont le rendre à des prix beaucoup plus conséquents. Alors à qui profite l'exploitation des mines? Quelles sont les filières? L'exploitation des mines profite aux pays occidentaux, à leurs multinationales, aux pays voisins que sont le Rwanda, l'Ouganda et au pouvoir congolais. Et donc, la filière principale, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le dire, le Rwanda est le premier exportateur d'un minerai qu'il n'a pas dans son sous-sol. Et là, je parle du coltan. Et le Rwanda vient de mettre en place, en fait, une usine de traitement de coltan. Mais ce coltan vient d'où? C'est du Congo.
Et tout le monde le sait. Et les Nations Unies l'ont documenté. Global Witness l'a documenté aussi. Mais personne ne bouge. Avec la complicité de qui, hein? Mais des puissances occidentales. Si on est capable d'épingler des États pour des crimes qui sont commis ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se tait par rapport à tout ce qui se passe au Congo? Pourquoi est-ce qu'on se tait face au pillage de ressources du Congo? Tout le monde sait aujourd'hui que le coltan qui est exporté par le Rwanda provient du Congo, extrait dans des conditions que nous venons de voir. Et parfois, les opérations sont supervisées, et ça on ne le montre pas, par les troupes rwandaises sur place. Et au Rwanda, l'armée rwandaise avait créé un bureau qu'on appelait le bureau Congo pour superviser le fruit en fait, du pillage de ressources congolaises. Donc ça vous donne une idée. Bon, il y a quand même un rapport, vous l'avez signalé, un rapport onusien sur l'exploitation... Des rapports. Oui, sur l'exploitation des minerais. Quelle est la position des grandes multinationales? Parce qu'on sait que les plus grands clients de Total, c'est Samsung, Motorola, Nokia, Sony, pour ne citer que ces multinationales. Est-ce qu'elles ferment indubitablement les yeux? Elles ferment les yeux. Ou alors elles vont chercher à se justifier en disant non, on n'utilise plus le coltan congolais, puisqu'il y a des intermédiaires. Donc on n'est pas capable de voir qui se cache derrière. Donc alors on utilise plusieurs intermédiaires, mais au bout de la ligne, on sait que ce sont des compagnies minières, ce sont des grandes compagnies qui fabriquent des appareils portables, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est une économie de prédation. Il faut le comprendre comme ça. Et ça fonctionne de cette manière-là. Ça implique tout le monde, des multinationales, des États occidentaux, parce que sans soutien politique, ces multinationales ne le feront pas. C'est parce qu'il y a un certain soutien politique qu'elles peuvent se permettre de faire ce qu'elles font au Congo et dans d'autres pays africains. En attendant, c'est la population congolaise qui est prise au piège. Exactement. Je propose de regarder ce nouvel extrait. Regardez, on extrait des minéraux pour les Blancs. Après, on les récupère et on les vend à Bukavu. On va dire qu'en arrivant, on pensait qu'on les vendrait 10 $ le kilo. Et eux, ils nous disent que le marché s'est effondré à Londres. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Londres. Alors maintenant, ils ne peuvent payer que 4 $ le kilo. Et moi, je n'ai pas le choix. C'est sans fin. Nous ne gagnerons rien si ce président reste au pouvoir. Les Blancs vont rentrer dans le jeu politique et le tueront. On ne sait jamais ce qu'ils ont dans leur agenda. De toute façon, les Blancs élisent nos présidents, ils les mettent au pouvoir. C'est ça notre vie. Voilà, donc le coltan s'achète à des prix variables, mais il faut quand même savoir que le coltan affiche une progression de plus de 130% sur sa production en 2016. Ce sont des chiffres de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, des chiffres très récents. Une hausse qui s'explique d'ailleurs par l'amélioration des prix. Et quand on voit ces conditions d'exploitation, on se pose la question de la réglementation en matière d'extraction des minéraux au Congo. Où est-ce qu'on en est à ce niveau ? Il y a eu aux États-Unis la loi Dodd-Frank. Obama avait passé une loi aussi à l'époque où il était sénateur, mais quand il est arrivé au pouvoir, il n'y a plus de suivi. La guerre a continué, l'exploitation des ressources naturelles a continué, Obama n'a pas bougé. La loi Dodd-Frank essayait de faire un suivi au niveau de la traçabilité de ressources naturelles, mais elle ne remettait pas en question l'exploitation des ressources naturelles. C'est là tout le problème. Les multinationales occidentales ou les pays occidentaux ne sont pas assez fous pour se tirer une balle dans le pied. Ils ne vont pas légiférer pour que leurs multinationales ne gagnent plus comme elles gagnent actuellement, là, en exploitant de cette manière leurs ressources naturelles via leurs alliés locaux ou via encore les creuseurs que nous voyons. L'État congolais a tenté de légiférer. Oui, mais en même temps, quand vous écoutez ces gens, ils disent très bien que ce sont les Blancs qui choisissent nos dirigeants. Je crois que ces gens ne sont pas des politologues, ne sont pas des spécialistes, mais ils ont compris l'essentiel. Ils ont compris que c'est tout un système, c'est toute une mafia, si on veut. Quand ils disent que ce sont les Blancs qui décident, ce sont eux qui choisissent nos dirigeants pour nous. Cela veut dire simplement qu'ils choisissent des garçons de course, des gens qui vont exécuter un agenda ou qui ne vont pas remettre en question, en fait, certaines manières de faire. C'est ce qu'ils disent, ces gens-là. Et on a beaucoup plus intérêt à les écouter qu'à écouter des experts, parce que je pense qu'ils résument nettement bien la situation du Congo aujourd'hui. Et vous vous souvenez du scandale des diamants de sang qui a conduit au processus de Kimberley. Est-ce qu'on peut imaginer un processus un peu identique pour le coltan, notamment ?
Oui, on peut l'imaginer, mais même quand on revient au processus de Kimberley, on se rend compte que ça n'a pas empêché quand même les diamants de sang de sortir de la Sierra Leone ou du Libéria. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on légifère, est-ce qu'on légifère pour mettre fin à ce système de prédation? Non. On légifère parce qu'il y a des pressions, il y a l'opinion publique, il y a tout ça qui compte. On peut le faire. Si on veut mettre fin à la situation catastrophique que traverse le Congo, on peut le faire du jour au lendemain. Il suffit de dire aux Rwandais, à l'Ouganda, c'est fini. Il suffit de dire à Kabila, stop. Il suffit de dire aux multinationales, on n'acceptera plus que vous procurez les ressources congolaises de cette manière-là. Et ça va finir. Mais personne n'a intérêt à le faire parce que, vous savez, c'est une affaire de gros sous. Quand on parle de Samsung, de Nokia, ce sont des compagnies, ce sont des multinationales qui font des milliards. Ce sont des milliards de dollars qu'il y a derrière. Alors, remettre en question ce système de prédation, c'est remettre en question, en fait, la manière dont toutes ces grandes multinationales ont construit leur fortune. Parce que derrière la misère des Congolais, c'est la fortune des grandes puissances, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et au niveau du consommateur, parce qu'indirectement, évidemment, le coltan, ce sont nos portables, etc. Donc il y a une prise de conscience au niveau de l'opinion publique qu'il faut en tout cas espérer. Il faut l'espérer, et moi je salue d'ailleurs votre initiative. En tout cas, ce genre d'émission va aller chercher le consommateur. Les gens doivent savoir, moi compris, Congolais que je suis, j'ai des portables, j'ai tout ça, nous devons quand même savoir que notre mode de vie engendre des misères ailleurs. Donc à nous de chercher des alternatives. Nous devons chercher des alternatives, pas nous complaire dans ce système, dans ce mode de vie qui, bien que cela nous arrange, quand même fait mal à d'autres peuples ailleurs, à travers le monde. Nous avons vu quand même des enfants de 5 ans là, qui transportent tout ça. Quand vous voyez des enfants congolais, pensez à vos enfants aussi. Regardez-les, dites-vous que est-ce que j'aimerais voir mon fils, ma fille travailler de cette manière? Est-ce que ces enfants doivent souffrir pour le bonheur de quelques-uns? C'est ce genre de monde que nous voulons. Ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, vous parlez de souffrance. Je propose de regarder ce nouvel extrait. On retrouve Bernard, ce fixeur, pour qui l'avenir semble bien pessimiste. Je ne peux pas dire que nous, les Congolais, avons notre destin entre les mains. Non, car ceux qui profitent de nos minéraux, ce ne sont pas les habitants locaux, mais ce sont les pays occidentaux qui prennent tout. Ils s'enrichissent, tandis que nous devenons de plus en plus pauvres. J'ai peur même pour mes enfants, parce que dans ce système, ils resteront des esclaves pour toujours. Nous ne serons jamais assez puissants pour défier les pays occidentaux. Donc, notre avenir sera un avenir d'esclaves. Je ne pense pas que nos enfants soient en mesure de résoudre le problème que nous n'avons pas résolu. Voilà, donc c'est une nouvelle forme d'esclavage. On l'a bien entendu, la convoitise des richesses en RDC a un impact sur les populations, sur l'environnement aussi. Exactement. Et quand je vois ce monsieur, ça va me toucher en tant que Congolais, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain aussi. Mais en même temps, je sais que c'est très difficile parce qu'il vit à l'Est. Mais moi, je crois que c'est vrai que les Congolais n'ont peut-être pas les moyens pour défier toutes ces forces qui les oppressent d'une manière ou d'une autre, mais ils sont déterminés, en tout cas, à mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, il y a une jeunesse congolaise qui se réveille, il y a un éveil au niveau de la population, et il y a une diaspora congolaise qui est quand même très mobilisée, très active autour de ces questions. Moi, je crois que malgré cette difficulté, malgré cette souffrance... Quelles sont les actions qui sont entreprises Il y a beaucoup d'actions. D'ailleurs, il y a beaucoup de conférences que les Congolais organisent aujourd'hui. Ils manifestent beaucoup devant les grandes multinationales, interpellent les élus, interpellent aussi les populations occidentales pour leur dire, mais écoutez, votre mode de vie engendre des souffrances ailleurs. Ils ne leur parlent pas seulement comme des étrangers, mais comme des compatriotes, parce que la plupart de ces Congolais sont français, sont canadiens, sont américains. Il y a un espoir de mettre au pas ces firmes internationales, pensez? Moi, je pense que l'espoir réside dans la détermination des Congolais. Alors, la détermination des Congolais, vous savez que vous connaissez la situation politique en RDC, puisque le pouvoir de Joseph Kabila est très contesté, le pays reste en attente d'élections. Est-ce que son départ peut ouvrir de meilleures perspectives ? Son départ peut sonner le début d'une nouvelle histoire.
Mais tout dépend, encore une fois, de l'élite congolaise aussi. Parce qu'on peut accuser les Occidentaux, mais une responsabilité au niveau de l'élite congolaise. Et cette élite doit regarder son peuple, doit regarder la situation dans laquelle se trouve le peuple et relever ce défi. On ne peut pas dire que si Joseph Kabila part, tout va changer. Mais nous croyons que si ce monsieur part, il y aura un début de changement. Et le reste... Il y a une frange de l'opposition qui est sensible à cette question. On sort des populations ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Et ce qui est triste, c'est que cette opposition s'en remet à ceux qui ont fabriqué Joseph Kabila, c'est-à-dire les puissances occidentales. Cette opposition croit encore aujourd'hui que les puissances occidentales vont ramener la paix et la justice, la démocratie au Congo, alors que celles-ci sont en fait les architectes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, si l'opposition n'est pas capable de le faire, je pense que la détermination de la population va les pousser à changer, en tout cas, leur manière de faire. En tout cas, il faut conseiller la lecture de votre ouvrage « Poker menteur, stratégie du chaos et du mensonge ». Poker menteur en Afrique des Grands Lacs, aux éditions, je le rappelle, L'Érablière, pour en savoir un peu plus donc, sur toutes ces problématiques et surtout ces conflits dans la région des Grands Lacs. Patrick Binco, merci pour cet éclairage et pour avoir accepté notre invitation également. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et surtout ne manquez pas ce documentaire exclusif Congo, la malédiction des mines de coltan à voir ou à revoir sur RT France.